Jules Verne. Voyage au centre de la Terre. Chapitre 8. Altona, véritable banlieue de Hambourg, est tête de ligne du chemin de fer de Kiel, qui devait nous conduire au rivage des Belts. En moins de 20 minutes, nous entrions sur le territoire du Holstein. À 6h30, la voiture s'arrêta devant la gare. Les nombreux colis de mon oncle, ses volumineux articles de voyage furent déchargés, transportés, pesés, étiquetés, rechargés dans le wagon des bagages, et à 7h, nous étions assis l'un vis-à-vis de l'autre, dans le même compartiment. La vapeur siffla, la locomotive se mit en mouvement. Nous étions partis. Étais-je résigné ? Pas encore. Cependant, l'air frais du matin, les détails de la route rapidement renouvelés par la vitesse du train, me distrayaient de ma grande préoccupation. Quant à la pensée du professeur, elle devançait évidemment ce convoi trop lent au gré de son impatience. Nous étions seuls dans le wagon, mais sans parler. Mon oncle revisitait ses poches et son sac de voyage avec une minutieuse attention. Je vis bien que rien ne lui manquait des pièces nécessaires à l'exécution de ses projets. Entre autres, une feuille de papier, pliée avec soin, portait l'entête de la chancellerie danoise, avec la signature de M. Christiansen, consul à Hambourg et l'ami du professeur. Cela devait nous donner toute facilité d'obtenir à Copenhague des recommandations pour le gouverneur de l'Islande. J'aperçus aussi le fameux document, précieusement enfoui dans la plus secrète poche du portefeuille. Je le maudis du fond du cœur, et je me remis à examiner le pays. C'était une vaste suite de plaines, peu curieuses, monotones, limoneuses et assez fécondes. Une campagne très favorable à l'établissement d'un railway, et propice à ces lignes droites, si chères aux compagnies de chemin de fer. Mais cette monotonie n'eut pas le temps de me fatiguer, car 3 heures après notre départ, le train s'arrêtait à Kiel, à 2 pas de la mer. Nos bagages étant enregistrés pour Copenhague, il n'y eut pas à s'en occuper. Cependant, le professeur les suivit d'un œil inquiet pendant leur transport au bateau à vapeur. Là, ils disparurent à fond de cale. Mon oncle, dans sa précipitation, avait si bien calculé les heures de correspondance du chemin de fer et du bateau qu'il nous restait une journée entière à perdre. Le steamer l'Eleonora ne partait pas avant la nuit. De là une fièvre de 9 heures, pendant laquelle l'irascible voyageur envoya à tous les diables l'administration des bateaux et des railways et les gouvernements qui toléraient de pareils abus. Je dus faire chorus avec lui quand il entreprit le capitaine de l'Eleonora à ce sujet. Il voulait l'obliger à chauffer sans perdre un instant. L'autre l'envoya promener. À Kiel comme ailleurs, il faut bien qu'une journée se passe. À force de nous promener sur les rivages verdoyants de la baie, au fond de laquelle s'élève la petite ville, de parcourir les bois touffus qui lui donnent l'apparence d'un nid dans un faisceau de branches, d'admirer les villas pourvues chacune de leurs petites maisons de bain froid, enfin de courir et de maugréer, nous atteignîmes 10 heures du soir. Les tourbillons de la fumée de l'Eleonora se développaient dans le ciel. Le pont tremblotait sous les frissonnements de la chaudière. Nous étions à bord et propriétaires de 2 couchettes étagées dans l'unique chambre du bateau. À 10h15, les amarres furent larguées et le steamer fila rapidement sur les sombres eaux du Grand Belt. La nuit était noire. Il y avait belle brise et forte mer. Quelques feux de la côte apparurent dans les ténèbres. Plus tard, je ne sais, un phare à éclat étincela au-dessus des flots. Ce fut tout ce qui resta dans mon souvenir de cette première traversée. À 7h du matin, nous débarquions à Korsør, petite ville située sur la côte occidentale du Zeeland. Là, nous sautions du bateau dans un nouveau chemin de fer qui nous emportait à travers un pays non moins plat que les campagnes du Holstein. C'était encore 3 heures de voyage avant d'atteindre la capitale du Danemark. Mon oncle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Dans son impatience, je crois qu'il poussait le wagon avec ses pieds. Enfin, il aperçut une échappée de mer. « Le Sund !» s'écria-t-il. Il y avait sur notre gauche une vaste construction qui ressemblait à un hôpital. « C'est une maison de fous », dit l'un de nos compagnons de voyage. « Bon, pensai-je, voilà un établissement où nous devrions finir nos jours. Et, si grand qu'il fût, cet hôpital serait encore trop petit pour contenir toute la folie du professeur Lidenbrock. » Enfin, à 10h du matin, nous prenions pied à Copenhague.
Les bagages furent chargés sur une voiture et conduits avec nous à l'hôtel du Phénix dans Bredegade. Ce fut l'affaire d'une demi-heure, car la gare est située en dehors de la ville. Puis mon oncle, faisant une toilette sommaire, m'entraîna à sa suite. Le portier de l'hôtel parlait l'allemand et l'anglais, mais le professeur, en sa qualité de polyglotte, l'interrogea en bon danois, et ce fut en bon danois que ce personnage lui indiqua la situation du Muséum des Antiquités du Nord. Le directeur de ce curieux établissement, où sont entassées des merveilles qui permettraient de reconstruire l'histoire du pays, avec ses vieilles armes de pierre, ses hanapes et ses bijoux, était un savant. L'ami du consul de Hambourg, monsieur le professeur Thomson. Mon oncle avait pour lui une chaude lettre de recommandation. En général, un savant en reçoit assez mal un autre. Mais ici, ce fut tout autrement. Monsieur Thomson, un homme serviable, fit un cordial accueil au professeur Lidenbrock, et même à son neveu. Dire que notre secret fut gardé vis-à-vis de l'excellent directeur du muséum, c'est à peine nécessaire. Nous voulions tout bonnement visiter l'Islande, en amateurs désintéressés. Monsieur Thomson se mit entièrement à notre disposition, et nous courûmes les quais afin de chercher un navire en partance. J'espérais que les moyens de transport manqueraient absolument, mais il n'en fut rien. Une petite goélette danoise, la Valkyrie, devait mettre à la voile le 2 juin pour Reykjavik. Le capitaine, M. Bjarne, se trouvait à bord. Son futur passager, dans sa joie, lui serra les mains à lui briser. Ce brave homme fut un peu étonné d'une pareille étreinte. Il trouvait tout simple d'aller en Islande, puisque c'était son métier. Mon oncle trouvait cela sublime. Le digne capitaine profita de cet enthousiasme pour nous faire payer double le passage sur son bâtiment. Mais nous n'y regardions pas de si près. « Soyez à bord mardi, à 7 heures du matin. » dit M. Bjarne, après avoir empoché un nombre respectable de $. Nous remerciâmes alors M. Thomson de ses bons soins, et nous revînmes à l'hôtel du Phénix. « Cela va bien, cela va très bien, » répétait mon oncle. « Quel heureux hasard d'avoir trouvé ce bâtiment prêt à partir. Maintenant déjeunons, et allons visiter la ville. » Nous nous rendîmes à Kongsnutcho, place irrégulière où se trouve un poste avec 2 innocents canons braqués, qui ne font peur à personne. Tout près, au numéro 5, il y avait une restauration française, tenue par un cuisinier nommé Vincent. Nous y déjeunâmes suffisamment pour le prix modéré de 4 marks chacun. Puis je pris un plaisir d'enfant à parcourir la ville. Mon oncle se laissait promener. D'ailleurs il ne vit rien, ni l'insignifiant palais du roi, ni le joli pont du XVIIe siècle qui enjambe le canal devant le muséum, ni cet immense cénotaphe de Thorvaldsen, orné de peintures murales horribles et qui contient à l'intérieur les œuvres de ce statuaire, ni, dans un assez beau parc, le château bonbonnière de Rosenborg, ni l'admirable édifice Renaissance de la Bourse, ni son clocher, fait avec les queues entrelacées de 4 dragons de bronze, ni les grands moulins des remparts dont les vastes ailes s'enflaient comme les voiles d'un vaisseau au vent de la mer. Quelle délicieuse promenade nous eussions faite, ma jolie Virlandaise et moi, du côté du port où les 2 ponts et les frégates dormaient paisiblement sous leurs toitures rouges, sur les bords verdoyants du détroit, à travers ces ombrages touffus au sein desquels se cache la citadelle, dont les canons allongent leurs gueules noirâtres entre les branches des sureaux et des saules. Mais, hélas, elle était loin, ma pauvre Graüben, et pouvais-je espérer de la revoir jamais? Cependant, si mon oncle ne remarqua rien de ces sites enchanteurs, il fut vivement frappé par la vue d'un certain clocher, situé dans l'île d'Amak, qui forme le quartier sud-ouest de Copenhague. Je reçus l'ordre de digérer nos pas de ce côté. Je montai dans une petite embarcation à vapeur qui faisait le service des canaux, et en quelques instants, elle accosta le quai de Dockyard. Après avoir traversé quelques rues étroites où des galériens, vêtus de pantalons mi-partis jaunes et gris, travaillaient sous le bâton des argousins, nous arrivâmes devant Fort Fraselskirke. Cette église n'offrait rien de remarquable, mais voici pourquoi son clocher assez élevé avait attiré l'attention du professeur. À partir de la plateforme, un escalier extérieur circulait autour de sa flèche, et ses spirales se déroulaient en plein ciel. « Montons !» dit mon oncle. « Mais le vertige ?» répliquai-je. « Raison de plus, il faut s'y habituer. »« Cependant... »« Viens, te dis-je, ne perdons pas de temps. » Il fallut obéir. Un gardien, qui demeurait de l'autre côté de la rue, nous remit une clé, et l'ascension commença. Mon oncle me précédait d'un pas alerte.
Je le suivais, non sans terreur, car la tête me tournait avec une déplorable facilité. Je n'avais ni l'aplomb des aigles, ni l'insensibilité de leurs nerfs. Tant que nous fûmes emprisonnés de la vis intérieure, tout alla bien. Mais après 150 marches, l'air vint me frapper au visage. Nous étions parvenus à la plate-forme du clocher. Là commençait l'escalier aérien, gardé par une frêle rampe et dont les marches, de plus en plus étroites, semblaient monter vers l'infini. « Je ne pourrai jamais !» m'écriai-je. « Serais-tu poltron par hasard ? Monte !» répondit impitoyablement le professeur. Force fut de le suivre en me cramponnant. Le grand air m'étourdissait. Je sentais le clocher osciller sous les rafales, mes jambes se dérobaient, je grimpais bientôt sur les genoux, puis sur le ventre. Je fermai les yeux. J'éprouvais le mal de l'espace. Enfin, mon oncle me tirant par le collet, j'arrivai près de la boule. « Regarde, me dit-il, et regarde bien. Il faut prendre des leçons d'abîme. » Je dus ouvrir les yeux. J'apercevais les maisons aplaties et comme écrasées par une chute, au milieu du brouillard des fumées. Au-dessus de ma tête passaient des nuages échevelés, et par un renversement d'optique, il me paraissait immobile, tandis que le clocher, la boule, moi, nous étions entraînés avec une fantastique vitesse. Au loin, d'un côté, s'étendait la campagne verdoyante. De l'autre étincelait la mer sous un faisceau de rayons. Le Zund se déroulait à la pointe d'Elseneur, avec quelques voiles blanches, véritables ailes de goéland, et dans la brume de l'Est ondulaient les côtes à peine estompées de la Suède. Toute cette immensité tourbillonnait à mes regards. Néanmoins, il fallut me lever, me tenir droit et regarder. Ma première leçon de vertige dura 1 heure. Quand enfin il me fut permis de redescendre et de toucher du pied le pavé solide des rues, j'étais courbaturé. « Nous recommencerons demain, » dit mon professeur. Et en effet, pendant 5 jours, je repris cet exercice vertigineux, et bon gré mal gré, je fis des progrès sensibles dans l'art des hautes contemplations.